20 ans de renouvellement urbain, évidemment, ça a amélioré très concrètement le cadre de vie de millions d'habitants dans les quartiers, ça a reconnecté des territoires, ça a permis de désenclaver aussi parfois, mais les besoins restent importants. La question de la transition énergétique, et on en a parlé, c'est un enjeu fort pour améliorer le confort, le cadre de vie. Et puis, il y a ces multiples relégations urbaines, sociales, éducatives et économiques de ces quartiers qu'on dit prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir l'attractivité dans ces QPV ? Comment on fait pour poser aussi le débat quand ce troisième programme de renouvellement urbain qui a été annoncé par le Premier ministre en avril, en fait, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? Comment on fait pour renouveler ce partenariat aussi entre bailleurs, élus, collectivités, services de l'État, tous les acteurs du territoire ? Le projet de loi logement doit aussi traduire cette annonce. Alors on sait que ça va cibler 150, 170 quartiers, qu'il y aura 6 axes interministériels pilotés sous la tutelle du Premier ministre: sécurité, reconquête républicaine, services publics du quotidien, revitalisation économique, emploi, transition écologique, résilience. Bon, et puis évidemment, mixité sociale, désenclavement, éducation, culture et jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut faire encore ? Est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Est-ce qu'on peut faire encore ensemble ? Peut-être Emmanuelle Cos, on va commencer par vous. Vous êtes présidente de l'USH. Comment vous avez déjà peut-être accueilli cette annonce ? Je dirais que sœur Anne s'était attendue et finalement, elle est arrivée. Alors, on a accueilli cette annonce avec beaucoup de joie parce qu'on revient de loin. Et je pense que c'est aussi pour ça que je pense que tous autour de la table, et beaucoup de gens dans la salle qui sont aussi intéressés à ce programme, on va être très mobilisés dans les 8 mois qui arrivent. Parce qu'on revient de loin, et notamment d'un moment où, malgré une ministre extrêmement engagée à nos côtés, Valérie Létard, on ne voyait pas le son venir du Premier ministre. Il y en a eu plusieurs. Et on a eu, il y a un an, une réunion lors des Journées nationales de l'ANRU, où le président de l'ANRU avait quand même sonné la charge. Beaucoup d'élus locaux faisaient part de leur inquiétude. Et moi, j'avais demandé si vraiment on allait tous, en fait, à force de ne rien dire, en fait, faire disparaître une politique qui existe depuis 20 ans, qui a montré sa réussite, qui a montré aussi le fait qu'elle a besoin de se renouveler. Mais en tout cas, le pire, c'était le silence. Et le silence pour les habitants, c'est pas pour nous le renouvellement urbain. La question du renouvellement urbain, c'est de savoir si on ramène des moyens d'action dans des territoires qui en manquent parce qu'ils ne les ont jamais eus. Oui, c'est une question de droit commun. Non, mais c'est très important de se rappeler toujours que l'ANRU, c'est une politique de rééquilibrage par une défaillance de l'État et des services publics depuis fort longtemps. Et puis évidemment, c'est une politique qui va dans les quartiers de la politique de la ville. On parle de millions de personnes qui y habitent. Et c'est quand même assez fou que pendant des mois, on n'ait eu mais aucune réponse là-dessus. Et donc, je passe les étapes. En tout cas, là, aujourd'hui, on a l'annonce de la création d'un troisième programme de rénovation urbaine, ce qui... Il faudra évidemment que le texte de loi soit adopté et nous permette de travailler, parce que c'est long un programme de rénovation urbaine. C'est pas juste un élu et un bailleur qui se dit je vais lancer quelque chose. On a besoin de discuter, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire des diagnostics, on a besoin de parler avec les habitants, le milieu économique, le milieu scolaire, on a besoin de comprendre les dynamiques aussi territoriales. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de temps. Et alors c'est vrai qu'on est peut-être des ovnis, mais sur ce sujet-là, nous on demande une politique du temps long, c'est-à-dire qu'on leur demande d'avoir la possibilité maintenant de réfléchir à ce qu'on fera dans 7 ou 8 ans. Un peu moins, mais ce que je veux dire par là, de réfléchir, on va dire, sur 2 mandats municipaux. Et je ne vous cache pas que... Donc, comme ça est quand même beaucoup. C'est peut-être beaucoup, mais c'est ça notre force. Et surtout, je pense aussi que, alors je le dis ici devant des élus locaux, mais c'est aussi, je pense, intéressant pour des élus locaux de pouvoir dire que c'est pas juste, on ne regarde pas la politique qu'à l'aune d'un mandat local ou national, on la regarde par rapport à son impact et ses effets. Patrice, vous êtes président de l'ANRU, ancien ministre, et vous êtes maire de Dunkerque, entre autres. Alors, cette ANRU 3, j'imagine que vous êtes plutôt vous aussi ravis, vous l'attendiez, comme nous tous, nous toutes. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? Comment vous voyez les choses ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, quand même, un mot pour me réjouir
l'annonce qui a été faite. On avait là une politique publique qui marche, qui a prouvé les changements que ça pouvait apporter aux populations au quotidien. On a terriblement besoin aujourd'hui de politiques qui changent le quotidien des habitants. Là, on en avait un bel exemple. C'est pas comme si on partait de zéro. On a eu l'ANRU 1, l'ANRU 2, et ça a quand même prouvé un certain nombre de résultats. On a aussi une politique, et c'est de plus en plus rare dans notre pays, qui donne de la profondeur de temps, un horizon temporel long aux maires. Je fais juste une parenthèse avant d'arriver à votre question, mais quand on fait un contrat de ville, on passe un contrat avec l'État, mais on ne sait pas combien on va recevoir à la fin. D'ailleurs, ça peut même être zéro, d'ailleurs. On ne sait pas trop, en fait. Voilà. L'essentiel des contrats qu'on passe avec l'État, au fond, il n'y a pas de profondeur d'engagement. Avec l'ANRU, c'est un peu différent. C'est une agence et on peut prendre... Il n'y a pas beaucoup de dispositifs en France où vous pouvez signer en bas de la page en tant que maire et avoir la certitude de ce que vous avez signé va arriver dans les 10 ans. Et ça, si vous voulez transformer une ville, si vous voulez un projet urbain, si vous n'avez pas des garanties sur 10 ans ou sur 15 ans, vous ne changez pas la ville. Il faut avoir un peu de modestie par rapport à la transformation urbaine. Ça prend du temps, c'est long et il faut des garanties. Eh bien, cherchez en dehors de l'ANRU quelque chose qui vous donne cette profondeur de temps, vous n'avez pas. Et donc, c'est une très bonne nouvelle qui a été annoncée par le président de la République et par le ministre, que Valérie avait d'ailleurs annoncé en prenant son risque à l'époque aux Journées nationales. Et je la remercie parce que son engagement a été aussi déterminant probablement que celui de Sébastien Lecornu et Vincent Jeanbrun. On est à une étape. Où on en est, j'en viens à votre question, il y a maintenant un parcours parlementaire. Ça tombe bien, Valérie, tu es au Parlement, il y en a d'autres ici, des parlementaires, c'est le moment de se mobiliser. Théoriquement, ça doit arriver, donc ça va arriver en Conseil des ministres, théoriquement le 24 juin. Ça doit arriver à l'Assemblée nationale, théoriquement en septembre. Ça doit arriver au Sénat, théoriquement en octobre, dans une fenêtre très étroite. Il y a d'autres actualités nationales qui peuvent prendre le pas par rapport à ce projet de loi logement. Quelle stratégie faut-il adopter aujourd'hui pour qu'elle soit validée par le Parlement, cette décision? C'est la nouvelle étape, j'ai envie de dire, c'est l'étape de l'automne. Alors, je ne sais pas, in fine, quel va être le parcours parlementaire de ce projet de loi ou d'une partie de ce projet de loi. Certains aussi disent, est-ce qu'il ne faut pas justement distinguer l'ANRU du reste, etc. Peu importe, j'ai envie de dire, le message que je veux faire passer aujourd'hui, notamment aux élus qui sont présents dans la salle, c'est que c'est notre mobilisation d'élus locaux qui fera qu'on arrivera à mettre une pression suffisante sur le calendrier parlementaire, sur le gouvernement pour y arriver. Donc la mobilisation, elle n'est pas terminée. Au fond, finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Premier ministre et le ministre du Logement ont annoncé leur volonté de voir adopter par le Parlement. Mais on est dans une démocratie, et maintenant c'est au Parlement de confirmer cette étape. Et ce n'est pas une petite étape, parce que je pense que si l'article 1, notamment du projet de loi logement, qui fixe l'ANRU 3, n'est pas validé avant les élections présidentielles, je ne sais pas trop ce que ça devient après. En tout cas, ça prendra beaucoup de temps. Et le fameux trou d'air qu'on ne voulait pas avoir, parce que rappelez-vous, pourquoi c'est important d'avoir aujourd'hui l'ANRU 3 et pas dans 2 ans ou dans 3 ans? C'est que là, on a 30% de l'UNPNRU qui est livré, 90% démarré, et que si ce n'est pas maintenant qu'on prévoit l'ANRU 3, vu le timing qu'il faut pour préparer les projets, eh ben on aura ce qui s'est passé entre l'ANRU 1 et l'ANRU 2, 4 ou 5 années, où il ne se passera rien dans nos quartiers, et où ça va être très difficile de prévoir les choses. Donc c'est maintenant que ça se passe, et l'automne au Parlement, je veux dire, c'est quoi? C'est l'automne va être chaud? Non, l'automne... L'automne est toujours chaud quand il s'agit de budget, de toute façon. Juste avant. Mais Patrice Vergrit, qu'est-ce que le maire de Dunkerque a envie de dire au président de l'ANRU? Qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans? Je ne suis pas très schizophrène non plus. Non, je dis la même chose en tant que président de l'ANRU et maire de Dunkerque. Et d'ailleurs, je vais être sincère, je n'ai pas croisé un maire qui est capable de critiquer l'ANRU. Je le redis pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure. Moi, je ne connais pas d'autres structures qui nous permettent de projeter dans le temps un projet urbain. Et ça, c'est absolument indispensable pour un maire. Donc aujourd'hui, les maires ont besoin de l'ANRU. Donc le maire de Dunkerque, il dit au président de l'ANRU, mais vas-y, quoi, mobilise-toi encore plus. Eh bien écoutez, Benoît Gimenez, vous êtes justement maire de Garges-les-Gonesse. Vous, l'ANRU, vous connaissez bien, puisque Garges
il y a un projet de renouvellement urbain depuis la création de l'ANRU. Qu'est-ce que vous avez vu? Pour vous, c'est quoi l'ANRU dans votre ville? Est-ce qu'il y a des choses qui n'auraient jamais pu exister sans ce programme? Oui, en effet, je suis un bébé en rue, si on peut le dire comme ça, puisque partons de ce que tu disais, Emma, ce matin. J'ai trouvé ça évidemment très juste en partant des récits de vie, parce qu'on parle évidemment de familles qui sont impliquées, impactées par ce renouvellement urbain. Et la semaine dernière, on a tenu avec l'aménageur, le bailleur social, une de ces nombreuses réunions avec les familles. En l'occurrence, des 140 familles qui vont être concernées par un relogement. On vient de passer par l'étape de l'enquête sociale pour savoir combien est-ce qu'ils sont dans le logement, est-ce qu'il faut de la décohabitation, etc. Et à partir du mois de septembre, ça y est, les 2 dernières rues de ce renouvellement urbain, de ce quartier concerné depuis quelques années maintenant. Comment il s'appelle ce quartier ? Dame Blanche Nord, c'est le quartier qui se trouve à la gare de Garges-Sarcelles, un quartier de 6000 habitants et sont 2000 logements concernés, soit par de la réhabilitation, 1200 un peu plus, et 700 par de la déconstruction. Et ces 140 familles-là, eh ben, c'est les dernières justement qui vont voir leur bâtiment être déconstruit dans à peu près 1 an et demi. Et donc à partir du mois de septembre, elles vont commencer à quitter et le bâtiment va commencer à se vider. On est au cœur finalement de ce qu'est cette rénovation urbaine. Comment elles vont ces familles? Comment elles le prennent? Elles ont passé déjà le stade de l'annonce un peu violente, parce que c'est jamais évident quand on annonce à une famille. Mais c'est toute la particularité aussi, le travail des élus locaux, le travail des médiateurs, le travail des associations de quartier, le travail du bailleur social. En l'occurrence, je dis du parce que c'est un bailleur social unique au sein de ce quartier-là. Et on est aujourd'hui dans ce quartier pile à peu près au milieu, un peu plus avancé de ce qu'est finalement la rénovation urbaine. On voit des réhabilitations terminées, d'autres en cours, des bâtiments qui sont en cours de grignotage et d'autres services publics, un groupe scolaire réhabilité ouvert l'année dernière et un qui va être déconstruit dans quelques mois. On est finalement au cœur de l'impact que ça revêt, mais vous l'avez dit, Garges-les-Gonesse, c'est depuis 2005 déjà où le premier programme a vu le jour. Donc c'est 4 quartiers, 4 opérations qui ont vu quasiment quelque chose comme 5000 logements impactés depuis 20 ans. Certains réhabilités, d'autres déconstruits. C'est 2000 logements déconstruits en 20 ans. Donc c'est colossal. Et finalement... Donc la ville n'a plus rien à voir en 20 ans, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Elle a complètement changé. Que ça soit effectivement sur le sujet du logement, mais aussi sur les sujets de services publics. Je parlais des groupes scolaires à l'instant, on peut parler des gymnases, on peut parler aussi de l'espace public, on a pensé aussi complètement différemment. Et finalement, cette transformation qui a déjà vu le logement, c'était un peu l'idée de l'ANRU 1, la transformation du quartier sur l'ANRU 2, et je ne peux que ajouter ma voix à celles qui viennent d'être prononcées pour dire que nous sommes effectivement dans l'attente de cette ANRU 3, une attente extrêmement importante, d'abord pour poursuivre le travail là où il n'a pas encore été réalisé. Parce qu'il y en a encore? Évidemment, moi j'ai encore 1000 logements sur les 6500 logements sociaux de ma commune qui n'ont pas fait encore l'objet de cette ANRU 3. Et je me permets d'ajouter un sujet extrêmement important qui est celui des copropriétés dégradées qui sont en grande difficulté et sur lesquelles il faut qu'on ait aussi un œil extrêmement vigilant dans l'accompagnement de cette ANRU 3. Il faut absolument l'associer aussi à cette idée de renouvellement urbain. On va y revenir justement. Nadia Bouillet, vous êtes directrice générale d'Action Logement Groupe. Action Logement, c'est un des principaux financeurs du NPNRU. Pour vous, c'est quoi la politique de la ville depuis le financeur, depuis la banquière que vous êtes? Je taquine. Déjà, Action Logement n'est pas qu'un simple financeur. Peut-être il faut revenir sur l'origine de ces programmes avec Jean-Louis Borloo qui a initié ça et avec cette idée de transformer, cette idée que ces quartiers, il y avait un problème d'urbanisme qui devenait ensuite un problème social et donc de dégradation de ces quartiers et il fallait que tout le monde se mette autour de la table ensemble et il a proposé à ce moment-là aux partenaires sociaux de s'impliquer auprès de l'État, auprès des collectivités locales, auprès des bailleurs pour tous ensemble réussir ces transformations.
transformation. Et les partenaires sociaux d'Action Logement ont évidemment accepté, puisqu'il y a quand même dans ces quartiers déjà beaucoup de salariés modestes qui vivent dans ces quartiers, donc il y a un enjeu d'améliorer leurs conditions de vie. Et puis, deuxième chose, et ça c'est une action importante du groupe Action Logement qui n'est pas que le financement, c'est aussi la mixité sociale qu'on va apporter après ces transformations. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu derrière, quand on a réhabilité ces logements, de les rendre de nouveau attractifs pour des salariés et donc de contribuer aussi au développement économique des communes. Et en ça, la contribution d'Action Logement, elle va bien plus loin que le financement, puisqu'on agit aussi avec nous-mêmes des constructions, avec l'association Foncière Logement notamment, qui vient construire dans les quartiers des logements dits en mixité, donc pour des salariés plutôt, je dirais, des cadres, on va dire des salariés qui sont des revenus un petit peu plus élevés que la moyenne de la commune, 41% plus élevés, et donc ça refait de la mixité sociale et ça permet à ces quartiers d'être, je dirais, plus des quartiers oubliés, comme le disait Emmanuel Cos tout à l'heure, et donc ça c'est un engagement fort des partenaires sociaux. Donc Action Logement, oui, c'est le principal financeur, et c'est peut-être, vous ne l'avez pas dit monsieur le ministre, mais une des raisons aussi de la réussite de ce programme, c'est que quand les partenaires sociaux s'engagent, derrière les choses se font et on s'engage sur la durée, et donc on a contribué au premier programme très très largement, je pense qu'on a dépassé 80% du financement. Sur ce programme, actuellement, on est engagé à hauteur de 72% du financement. Sur le NPNRU. Sur l'actuel NPNRU, et donc on est au rendez-vous. On était inquiet, on est toujours un peu sur l'engagement de l'État, parce que même si sa participation est minoritaire, il est en retard, on va dire. Donc cet ANRU 3, en tout cas, c'est un euphémisme, il est en retard. Il est très très en retard. Voilà. Oui. Très en retard sur ses contributions. Vous êtes poli. Et c'est vrai que là, l'annonce d'un troisième programme, c'est aussi l'annonce, je dirais, d'une implication. Donc ça doit être pris positivement, puisque effectivement, il va falloir qu'on se mette autour de la table pour travailler sur le contenu, avec quelques lignes qui ont déjà été données, avec aussi derrière le plan de financement, et que ça ne devienne pas surtout un prétexte pour se désengager des politiques de droit commun. Au contraire, ça doit fédérer. Et c'est ça la puissance en fait de cette rénovation urbaine, c'est le partenariat qu'il peut y avoir autour. Donc il y a encore beaucoup de choses à construire, et vous l'avez dit, il y a encore 8 ans de travail sur l'actuel programme, mais il faut le préparer dès à présent, parce que c'est des études de temps long, la suite, si on ne veut pas qu'il y ait un coup d'arrêt. Alors justement, si on rentre un peu dans le moteur, je le disais, il y a 6 axes dans ce troisième programme qui comporte une dimension interministérielle. Évidemment, le premier, on l'a entendu dès qu'on a entendu que les impasses, on ferait sauter les impasses pour le trafic de drogue et le narcotrafic, la sûreté, la reconquête républicaine, les services publics du quotidien, la revitalisation économique, l'emploi, la transition écologique et la résilience climatique, la mixité sociale, le désenclavement, l'éducation, la santé, l'accessibilité universelle. Et Makos, j'ai envie de dire en fait que tout est prioritaire, donc rien n'est prioritaire. Et est-ce que le bâtimentaire peut régler ce qui est, quand on lit ça, quand même du domaine du droit commun ? Non, mais ça, Nora, vous savez, puisque vous posez la question. Je crois déjà qu'il faut qu'on fasse attention à 2 choses. Il y a les prises de parole politiques sur il y aura quoi dans l'ANRU, et puis il y a la vraie vie. La vraie vie, si je peux me permettre, parce que et c'est aussi pour ça qu'il faut rester lucide, concentré et déterminé. La chance du programme de rénovation urbaine, c'est qu'il est attaché à une agence que nous finançons essentiellement Action Logement et les bailleurs sociaux, et donc elle est pérenne. Et une des clés du programme de rénovation urbaine, c'est la coalition, c'est-à-dire que sur un projet, c'est le maire qui porte le projet, il faut le rappeler, c'est le maire, l'intercommunalité, avec le préfet, le représentant local, les bailleurs sociaux, tous les acteurs. C'est une coalition. Et évidemment, on a tous conduit des projets urbains, et notamment des programmes en rue. Ça amène à beaucoup discuter, à très souvent s'engueuler, sauf qu'on s'engueule pour être toujours ensemble. C'est-à-dire que quand on va défendre nos projets à l'ANRU, on peut avoir des désaccords, on y revient, puis on change de vision parce que c'est du temps long. Mais néanmoins, cette coalition, elle est là du début à la fin. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on y tient.
Parce que c'est une des rares politiques publiques qui quand même est un peu éloignée des contingences politiques et notamment par exemple des changements ministériels conséquents qu'on a pu connaître. Il y a la pluriannualité des financements. Vous avez vu la discussion sur le RBM tout à l'heure qui le montre. Et donc à partir de là, il y a des axes en effet qui sont présentés, mais le projet de demain, ça sera la négociation entre le projet porté par la collectivité locale et l'État et le bailleur, notamment parce que c'est nous qui finançons sur nos programmes. Je veux dire par là que ça donne déjà une règle. Et ensuite, si nous on se bat tous pour que la République s'exprime de la même manière dans tous les quartiers, et très clairement, dans les quartiers politiques de la ville, notre quotidien, on voit bien que la République n'est pas au rendez-vous, au même niveau que dans d'autres quartiers, mais ce n'est pas l'ANRU qui va régler ça. L'ANRU amène des résolutions sur l'adaptation au changement climatique, l'adaptation des bâtiments au vieillissement de la population. On va certainement produire des nouvelles formes d'accession sociale à la propriété, etc., etc. Mais de savoir si les services publics, et notamment de sécurité, les services sociaux, les enjeux de mobilité, ce n'est pas nous qui allons le rendre. L'ANRU va permettre peut-être que ce soit possible, mais de toute façon, si l'État n'a par ailleurs pas une politique, je dirais, de droit commun, on ne fait pas tout. Oui, mais le problème, c'est que comme cette politique de droit commun n'existe plus, comme la politique de la ville est quand même réduite à portion congrue, est-ce que dans les grandes lignes de ce projet de loi, si on se dit que quand même l'objectif c'est d'avoir une logique qui permette de retrouver des formes de sécurité, de tranquillité publique, et que tout ceci doit être le conditionnement de ce programme numéro 3, est-ce qu'on peut faire si l'État dit c'est comme ça et c'est pas autrement ? Nora, la réalité, c'est qu'on a des gros points noirs de sécurité aujourd'hui en France, et ce ne sont pas des quartiers qui concernent la politique de la ville. Voilà. Je pense qu'il faut être très clair. Il y a 1700, en gros, quartiers politiques de la ville. Certains connaissent des problèmes de sécurité très lourds et peuvent être concernés par de la rue, mais d'autres, ça n'a rien à voir. Et il suffit de voir le visage aussi des émeutes en 2023, on voit bien que ce n'est pas que ça. Ce qui est certain, c'est que par ailleurs, l'État n'est pas là pour imposer. Enfin, je dis ça devant le président de l'ANRU qui aura la lourde tâche de conduire ce qu'on décidera en conseil d'administration. Mais nous, par exemple, en tant que bailleur social, on va être dans de la négociation, pas pour imposer notre idée. On va essayer de trouver avec, par exemple, Benoît, quelle est la bonne solution à tel sujet. C'est pour ça qu'on a besoin de temps pour travailler, parce qu'en fait, quand je parle de coalition, pour faire ensemble, il faut travailler ensemble. Et c'est vrai que parfois l'État a des visions un peu à courte vue. Ah tiens, on va faire un ANRU, ça va régler les problèmes de sécurité. Vous savez quoi ? On sait tous ici, on connaît ces programmes. Pour régler des problèmes de sécurité, il nous faut des services publics, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes, et il nous faut des quartiers qui vivent. Donc nous, on peut y contribuer, on peut ramener de l'activité économique, on peut ramener aussi, je l'espère, une amélioration des conditions de vie. On peut aussi mettre en lumière les enjeux des poches de pauvreté, on en a parlé ce matin, mais y compris d'aggravation de la pauvreté chez certains habitants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en quartier politique de la ville. Mais par ailleurs, le programme de rénovation urbaine, ce n'est pas la seule politique qui doit se déployer dans ces quartiers. Et donc, je pense qu'on est très conscients là-dessus. Et en plus, je pense qu'on partage ça avec nos visions très différentes les uns et les autres de nos territoires et de la conception qu'on a du rôle de l'État. Ouais, Benoît Giménez, justement là-dessus, sur ces axes autour du troisième programme, est-ce que vous vous y retrouvez ? Quelles sont vos attentes ? Oui, parce que l'effet ensemblier, les maires, ils le gèrent tous les jours. Par contre, c'est vrai qu'on peut tout à fait avoir en tête qu'à l'occasion d'un renouvellement urbain, les sujets de sécurité, de gestion urbaine de proximité peuvent être justement les plus adaptés possibles. Mais dans les attentes des habitants, une fois vivant dans un quartier et dans un logement digne, derrière, les sujets de sécurité, de sport, de culture, de cadre de vie, d'animation sociale de quartier, tous ces sujets-là, c'est ensuite un combat de tous les jours. Donc tout ça, ça reprend vite le pas. Et effectivement, quand l'ANRU est terminée et qu'on a l'impression, effectivement, et pour de vrai, d'être dans un quartier duquel on est fier
de vivre, parce que ça c'est quand même une des choses qui moi me marque extraordinairement, c'est que les habitants, quand vous leur demandez où est-ce qu'ils veulent, à l'occasion de cette enquête sociale, aller si jamais leur appartement est déconstruit, eh bien ils vous répondent non seulement qu'ils veulent rester dans la ville, mais en plus ils veulent rester dans le quartier. Donc il y a cette fierté-là. Est-ce que c'est lié à une fierté, pardon, je vous coupe, ou est-ce que c'est lié à un sentiment d'appartenance à un village? Et on le sait, et on l'a vu pendant le Covid, les réseaux de solidarité, les réseaux d'entraide, ces villages verticaux, ils sont centraux, et donc ces réseaux-là, en fait, on ne veut pas les quitter non plus. Bien sûr, et ça répond, il y a évidemment cela, et ça répond du coup à la question que vous posez sur le troisième en rue. Il y a les sujets, et ça a été évoqué sur la table ronde précédente, les sujets d'énergie. Une des craintes aujourd'hui de nos habitants, au-delà de la rénovation des logements, c'est combien est-ce qu'ils vont payer de factures énergétiques. Les sujets de réseaux de chaleur urbain qui ont été évoqués, nous on en a déployé un sur la ville qu'on est en train de déployer dans l'ensemble de l'habitat collectif de la ville, qui a permis sur le quartier que j'évoquais précédemment, qui est en pleine rénovation urbaine, de diminuer la facture énergétique de 30%. Donc on peut aussi faire des choses extraordinaires, à la fois innovantes d'un point de vue de la préservation de la planète, et aussi, parce qu'il est 100% énergie renouvelable et qu'on n'est plus dépendant des sujets internationaux, et en plus on peut travailler sur le pouvoir d'achat et diminuer la facture énergétique. Ça fait partie des sujets très concrets qu'on peut adosser justement au renouvellement urbain, le réseau de chaleur, la sécurité, le cadre de vie, et puis aussi les sujets d'animation sociale de quartier, parce qu'il faut créer ce lien social et continuer à le faire avec les habitants. Nadia Bouillet, tout à l'heure, vous avez évoqué un terme qui est central, c'est la question de la mixité sociale, qui peut avoir son pendant pour les habitants qui parfois se retrouvent dans des positions où voilà, ils doivent quitter la ville parce qu'ils ne sont plus en capacité soit d'y rester, parce que les logements ont été détruits, pour plein de raisons. Et la petite musique, c'est l'ANRU, ça gentrifie. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que ça raconte de peut-être des difficultés d'acceptabilité maintenant qu'on a 20 ans derrière nous? Est-ce que la question de la mixité est encore audible eu égard en fait à ce qui vient, enfin à ce bilan qu'on pourrait faire? Non seulement elle est audible, mais elle est souhaitable en réalité. Après, c'est inévitable quand on remet de la mixité, qui est peut-être ce sentiment. En réalité, il y a aussi beaucoup d'ancrage local qu'on peut faire avec cette mixité. Je pense à des programmes d'accession à la propriété qui sont réalisés dans ces secteurs, avec beaucoup de locataires qui sont dans le quartier, qui vont accéder dans ces programmes parce qu'ils souhaitent rester sur le quartier. Donc il y a vraiment, je pense, un enjeu au contraire de favoriser et de pouvoir maintenir. Il y aura de toute manière un maintien d'un parc social sur ces quartiers-là, mais de pouvoir aussi avoir des logements en accession sociale à la propriété, des logements dits intermédiaires, donc toute la chaîne en fait du parcours, c'est important parce que ça permet aussi d'avoir plus de cohésion sociale dans ce quartier-là. Mais et ça de permettre les trajectoires résidentielles dont on parlait ce matin. Oui, tout à fait. Et puis quand, vous voyez, on a des quartiers où alors c'est peut-être un raccourci que je fais là, mais il y a des quartiers où il y a des taux de chômage très importants, donc un enjeu d'accès à l'emploi. Si autour de vous, on n'a vraiment que des personnes qui sont dans la précarité, c'est quand même moins évident. On sait qu'on retrouve un emploi beaucoup plus facilement quand, par son réseau, un emploi sur deux, il est pas fait par des annonces en réalité. Et donc en fait, c'est vrai que si on remet de l'emploi à proximité, si on remet des salariés, ça va aussi avoir un effet positif aussi pour les autres habitants qui sont peut-être quelquefois dans des situations difficiles. Et puis il faut accompagner ça de tout le cadre de vie. C'est ce que vous dites, on change le cadre de vie, on l'améliore. Et donc ça, c'est un levier d'attractivité qui est susceptible de changer le regard qu'on porte sur le quartier, d'attirer des entreprises. C'est ça l'enjeu. Oui, est-ce que vous diriez qu'on a réussi sur ces 20 dernières années? Est-ce qu'il y a dans ce que vous avez pu voir, il y a beaucoup de réussites, il y a encore du travail à faire, sinon on ne serait pas là en train d'en parler, mais il y a beaucoup de très très beaux succès avec des quartiers qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils étaient. Je vais prendre un quartier qui n'est pas très loin d'ici, à Mont-Saint-Barreuil par exemple, qu'on a visité, et on a fait une visite avec des DRH d'entreprise pour leur montrer justement, et beaucoup avaient une image un peu connotée de ce quartier-là, et là se disent ah oui, c'est intéressant, donc vous relayez aussi les offres qui peuvent être proposées pour leurs salariés, et donc on crée quelque chose de très positif
collectif autour pour accompagner finalement des politiques locales d'amélioration de ces quartiers-là. Donc je pense pas que, je pense pas que ce soit une critique, en tout cas elle n'est pas montrée aujourd'hui dans le rapport d'évaluation par exemple du premier programme, c'est pas quelque chose qui ressort. Après il y a une certaine violence sur la partie quand on démolit un immeuble, il y a un enjeu d'accompagnement vraiment important et donc un enjeu aussi d'associer les habitants à ces projets très très en amont pour qu'ils participent aux choix qui sont faits aussi dans leur quartier, et ça je pense que c'est très important pour les locataires et qui est aussi une meilleure adaptation. Ça a été montré vraiment dans le premier programme, c'est que les relogements ont permis de mieux reloger les personnes par rapport à la taille de leur logement. On a pu proposer des plus grands logements à des familles qui en avaient besoin. On a pu aussi accompagner des décohabitations de jeunes grâce à ces relogements. Donc c'est vrai qu'il y a un travail très fin social qui est fait et qui permet d'accompagner les parcours. Donc maintenant c'est pour ça qu'autour aussi dans la méthode, cette concertation, elle fait partie de l'ADN initial et je pense qu'elle doit être vraiment maintenue et renforcée en fait tout au long de la vie de ces projets parce que il y a un enjeu d'acceptabilité qui est très important aussi au niveau local. Oui, ben justement, Patrice Vergrit, sur ces questions d'acceptabilité sociale et puis sur tout ce qu'on vient d'entendre. D'abord, j'ai envie de revenir sur la mixité sociale, parce que c'est quelque chose qui m'est cher. J'étais le conseiller de Claude Bartolone sur la loi SRU. Donc c'est évidemment quelque chose qui me tient à cœur. On peut revenir au fondement de ce qu'est la politique de la ville, le fondement théorique de la politique de la ville. Pourquoi il y a une politique de la ville en France ? Parce qu'à un moment donné, on estime qu'une surconcentration de la misère aggrave la misère. Une surconcentration des problèmes aggrave les problèmes. Une surconcentration de familles monoparentales dans une même cage d'escalier aggrave la difficulté des adultes à accompagner les enfants. Une surconcentration de personnes au chômage dans un quartier aggrave la stigmatisation des personnes, etc. etc. Une surconcentration d'enfants dont les familles sont au chômage aggrave la stigmatisation d'une école et donc des parcours d'évitement. La politique de la ville, elle est fondée sur ce que la concentration de la misère aggrave en elle-même la misère. Et donc on invente ce concept de mixité sociale qui n'existe pas dans les autres pays. C'est un concept français qui dit, au fond, il faut qu'on évite la concentration de la misère ou des problèmes. Donc la mixité sociale, ce n'est pas un but, c'est un moyen pour éviter une aggravation des problèmes qu'on a déjà. Et donc, ça veut dire quoi ce que je viens de dire ? Ça veut dire que ça ne doit pas être un dogme. En France, il restera toujours des quartiers populaires. J'ai grandi dans un quartier populaire qui fonctionne. Et la politique Qu'est-ce que c'est, un quartier populaire qui fonctionne ? C'est quand, justement, le quartier n'est pas stigmatisé et quand les enfants de ce quartier ont les mêmes chances que les autres à l'avenir. Les mêmes chances ou les mêmes droits ? Les mêmes chances, les mêmes droits, mais aussi les mêmes chances. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire de Dunkerque qui s'appelle Les Glaciers, qui fonctionnait. Voilà. Et il fonctionne toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et pourtant, 100% habitat social. Voilà. Donc, on peut faire fonctionner à un moment donné un quartier d'habitat qui concentre des personnes aux revenus modestes. Ça peut fonctionner, tout le monde le sait ici, il y a plein d'exemples en tête. Pour ça, il faut des services publics. Pour ça, effectivement, il faut un accompagnement. Il faut des concierges aussi dans les cages d'escalier. Il faut un bailleur qui fait son job. On en a discuté ce matin des concierges et des gardiens. On pourrait détailler. Voilà, c'est aussi ça. Donc je voulais revenir sur ce concept. L'ANRU, oui, prône la diversification du peuplement jusqu'au point où on n'a plus cette concentration et cette stigmatisation. C'est ça. C'est pour ça que l'ANRU souhaite à un moment donné une diversification du peuplement. Donc ce n'est pas de la gentrification. C'est juste c'est l'inverse, c'est éviter le seuil où ça s'aggrave. Donc le but mais du jeu, c'est combien pas... les seuils ? Parce que, comme vous le dites, vous êtes vous-même issu d'un quartier qui était 100% logement social. Il n'était pas forcément très mixte, plutôt populaire. À quel moment ? Est-ce que c'est 30, 40, 60 ? Non, le maire le sait. Parfois, une famille dans une cage d'escalier fait basculer. Donc, le maire le sait et c'est son job. Il est là pour ça, d'ailleurs. Il est là pour connaître sa ville. Et un élu local, il sait identifier ça et il sait identifier les problèmes. Et c'est pour ça que je reviens sur le projet urbain, votre question d'avant. Oui, effectivement, on dit que ça doit être une ANRU 360, etc. Mais pourquoi on dit ça ?
On dit ça d'abord parce qu'en fait, on élabore un projet urbain. Donc, la problématique du quartier du Grigny, la Grande Borne, et la problématique du quartier d'Arras qu'on a visité ce matin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien, et Garges-les-Gonesse, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas deux quartiers QPV en France qui se ressemblent et qui ont les mêmes problématiques. Roubaix, c'est encore autre chose. Voilà. Mais Roubaix, c'est pas Dunkerque. Voilà. Donc il n'y a pas deux quartiers qui se ressemblent QPV. Et donc c'est au local d'identifier le problème et de trouver la réponse globale. Pourquoi on rappelle à chaque fois à l'ANRU que ça doit être un projet global? Parce que c'est vrai que parfois il y a eu des projets où on a fait de l'urbain pour de l'urbain. Mais on reconstruit pas une école pour qu'il n'y ait pas de prof dedans. Mais ça, c'est pas l'ANRU qui va permettre de remettre des profs et des instituteurs dans l'école. C'est-à-dire que là, on est sur une question de droit commun. C'est même pas que la cité éducative qui va vous permettre ça. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet urbain, il a ses limites. Et donc, c'est pour ça qu'on rappelle toujours dans les projets en rue, c'est qu'il faut que l'urbain soit au service du social. Quand vous évoquiez la sécurité tout à l'heure, il peut y avoir à un moment donné des dysfonctionnements sécuritaires liés à l'urbain. Ça s'appelle la prévention situationnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe. Eh bien, dans les problématiques où il y a des problèmes d'insécurité liés au bâti, liés au cadre de vie, à l'organisation de l'espace public, eh bien, il faut y penser. C'est ça le projet global. Et il est légitime, quand on lance un ARU 3, qu'on dise il faut améliorer cette situation. Parce que, effectivement, par le passé, comme vous dites, on a peut-être fait de l'urbain et on n'a peut-être pas assez fait le lien avec du droit commun derrière, on n'a peut-être pas fait assez le lien avec du social, on n'a peut-être pas fait assez le lien avec des problématiques d'insécurité, et donc comme on veut progresser, on a eu l'ANRU 1, l'ANRU 2, on veut progresser, on veut améliorer, eh bien on dit à ceux qui n'ont peut-être fait de l'urbain pour de l'urbain, n'oubliez pas, c'est quand même tout ça au service de l'amélioration des conditions de vie des personnes. Et alors si on doit faire mieux encore, Patrice Vergrit, sur l'ANRU 3, pour remettre au centre les habitants, qui sont, on le disait, parfois extrêmement choqués, qui estiment parfois qu'ils peuvent être mis dehors d'une ville qui se transforme. On parle beaucoup de concertation, encore faut-il être en capacité de comprendre même ce qui se dit, quels sont les enjeux de ce qui est en train de se passer. Et la plupart de ceux qui sont là depuis ce matin entendent beaucoup. Enfin, la question du logement et la question de la politique de la ville et ces questions qu'on est en train de discuter, elles sont extrêmement techniques, extrêmement compliquées. Remettre les habitants au centre, faire en sorte de comprendre qu'on ne peut pas juste les effacer, que tout ça est un patrimoine, que c'est un héritage, que c'est une histoire. Comment on fait mieux? Alors comment on fait mieux? Donc je le disais tout à l'heure, déjà rappeler effectivement que l'urbain est au service d'un projet social. Voilà, déjà se rappeler ça, je pense que c'est un élément important. Anticiper peut-être aussi les besoins d'aujourd'hui. À l'ANRU 1, on parlait peu de vieillissement de population. Vous avez vu aujourd'hui l'évolution démographique qui nous attend. Il faut peut-être repenser les quartiers en intégrant les besoins de demain. On parlait peu de changement climatique au moment de l'ANRU 1. Aujourd'hui, nous avons des familles qui doivent vivre dans des passoires thermiques absolument insupportables. Et on sait que ça va s'aggraver demain. Donc déjà, il y a aussi ces thèmes d'aujourd'hui à intégrer dans un nouvel ANRU. C'était pas un ANRU 1, ANRU 2, vous le voyez pas trop ça. Vieillissement, changement climatique, c'est pas encore très présent. On voit bien que dans l'ANRU 3, il y a une actualisation aussi des enjeux des populations qui arrivent. Et puis vous avez raison, il faut sans doute aussi repenser à la façon dont on implique la population dans ces projets. Je dis deux choses là-dessus. D'abord, je pense qu'on a plutôt progressé dans le temps sur la question de la participation. Je dis on, c'est-à-dire tous les maires, parce que ce n'est pas l'ANRU qui fait la participation des habitants. L'ANRU, elle est à Paris, elle vérifie que ça correspond à un cadre, elle vérifie qu'il y a bien des dispositifs de participation des habitants qui sont mis en place, mais c'est la volonté politique du maire, d'abord. C'est lui qui fait la participation. Le politique, c'est le maire. Donc, c'est lui qui, effectivement, définit les processus de concertation, d'association des habitants, d'application. Je note que, globalement, donc les maires, se sont plutôt améliorés sur cette question au fil des années. Des dispositifs ont été mis en place, ils s'améliorent petit à petit. On trouve des meilleurs moyens aujourd'hui d'impliquer la population. Il faudra sans doute aller encore plus loin demain, mais j'ai plutôt confiance. Je pense qu'on a affaire à une génération politique qui a plutôt envie d'impliquer davantage les populations dans les années qui viennent. Benoît Giménez, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait
pensez cet angle mort? Alors, on a évoqué Grigny tout à l'heure, évidemment, on pense à Clichy-sous-Bois, mais les copropriétés dégradées, alors Grigny 2, le Chêne Pointu, ont bénéficié de dispositifs presque ad hoc, c'est un peu comme le bassin minier. Est-ce que vous pensez que là aussi, il va falloir qu'on ouvre les écoutilles? Est-ce que l'ANRU 3 doit aussi... Oui, ça fait partie des sujets. Alors oui, bien sûr que ça se fait déjà. Moi, je vois sur le même quartier dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a une copropriété. Il y a 91% de logements sociaux et les 9 autres pourcents, c'est une copropriété extrêmement dégradée qui fait l'objet d'un plan de sauvegarde et qui est complètement intégré au sujet de notre NPNRU. Et parmi le quartier restant, c'est un quartier dans lequel on a du 50-50 en termes de copropriété extrêmement dégradée, parce que le parc privé dans ma ville fait aussi l'objet d'un patrimoine extrêmement vieillissant, avec des dettes colossales. C'est extrêmement compliqué. Mais ça fait partie du sujet. Je pense que si l'ANRU a été extrêmement puissante sur le rapport avec l'ensemble des partenaires publics, il reste quand même cette difficulté dès qu'il s'agit d'y associer les partenaires privés. On parle des copros, c'est un peu le cas, parfois il y a des dysfonctionnements qui sont un peu bizarres, mais aussi avec le privé, que ce soit les commerces de proximité, que ce soit avec les entreprises. Ça fait partie aussi des sujets sur lesquels, dans le cadre de l'ANRU 3, il va falloir qu'on soit collectivement, parce qu'au milieu de tout ça, il y a le maire, et ça aussi de notre responsabilité. Pardon ? Il faut encore plus de transversalité, il faut encore plus embrasser large en termes de coopération. C'est l'effet 360 dont on parlait tout à l'heure. En réalité, on le pose déjà. Il y a ce sujet-là du privé, mais il y a les autres sujets qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Et la participation citoyenne au milieu de tout ça. La participation citoyenne qui est aussi un élément essentiel, c'est comment impliquer le maximum des habitants dans ces sujets, parce que moi je ne sais pas pour vous dans vos communes, mais ce n'est pas toujours évident d'avoir une participation la plus en amont possible. Généralement les habitants, on peut les comprendre aussi pour tout un tas de raisons, mais se déplacent quand ça devient extrêmement urgent ou une situation extrêmement difficile. Donc on a usé de toutes les possibilités de démocratie de proximité, que ça soit la réunion publique aujourd'hui un peu désuète, pour aller tout à fait dans l'espace public, dans les halls d'immeubles et même dans du porte-à-porte qu'on fait maintenant régulièrement avec les bailleurs sociaux, avec les médiateurs. Si je peux me permettre, Benoît Junez, il n'y a rien de mieux qu'un barbecue. Comment ? Organiser un barbecue. Là, il y a des matchs de l'équipe de France qui vont arriver, donc on va pouvoir se réunir. Mais quand vous dites, par exemple, là, sur cette nécessité d'embrasser encore plus large cette dimension 360, ça veut dire que pour vous, par exemple, si on doit aller plus loin sur les contrats de ville, il faudrait encore avoir d'autres opérateurs. Enfin, comment vous voyez les choses ? Oui, de toute façon, nous, on a parlé des plans de sauvegarde. On a mis en place à Garges-les-Gonesse un ORCODE, une opération de revitalisation des copropriétés dégradées de droit commun que nous gérons du coup en direct et qui justement cause quasi quotidiennement avec les équipes de l'ANRU pour faire en sorte justement que là où on doit commencer les travaux de la copropriété dégradée et qu'on arrive sur l'espace public et qui devient du périmètre de l'ANRU, qu'on puisse faire les choses intelligemment, mais qu'on arrive peut-être que sur les sujets et de financement et de périmètre à être un peu plus agile et un peu plus souple pour que justement cet aspect ensemblier et notamment privé et logement social puisse causer encore mieux. Ça fait partie, je pense, encore des marges de progression qu'on a. Et nous, d'ailleurs, les maires, les élus, au milieu de tout ça aussi, pour mettre de l'huile dans les rouages, souvent on sert à ça et tant mieux pour mettre aussi les uns et les autres autour de la table et faire avancer les sujets. Nadia Bouillet, je vous voyais opiner du chef. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une dimension, notamment une dimension sur le lien emploi-logement qui peut être réintégrée un peu plus fortement aussi. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, chaque quartier a ses propres problématiques, donc il y a vraiment un enjeu de différenciation d'abord, c'est-à-dire on ne va pas avoir une vision uniforme sur chacun. Et ensuite, c'est effectivement ce lien avec toute l'économie de proximité, avec aussi les entreprises, parce que ne serait-ce que le fait que Action Logement, avec la participation des employeurs, participe fortement au programme, il y a un lien à créer et on l'a vu à chaque fois qu'on a impliqué effectivement les réseaux d'entreprises locales dans ces quartiers-là, c'est un facteur de réussite supplémentaire. Donc je pense qu'il y a des choses à améliorer aussi sur ce lien emploi-logement, à mieux le prendre en compte et mieux prendre en compte la situation du quartier par rapport à son bassin d'emploi pour réfléchir son devenir.
Si on se projette et si on revient à cette histoire de calendrier politique, vous évoquiez, Nadia Bouillet, tout à l'heure, la nécessité de remettre l'État à sa place. Vous l'avez pas dit comme ça, c'est comme ça que je l'ai lu. Il va falloir que l'État revienne et qu'il tienne parole. Je suis pas sûre que c'est Nadia qui va répondre à ça, parce qu'on va essayer de... Non, mais justement, je l'ai entendu comme ça, mais j'aimerais bien vous entendre sur la place de l'État. Parce que c'est vrai que là, on vous entend parler de ces coopérations, de cet ensemblier que doit représenter en fait cet espace de coopération. Est-ce que l'État... qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État encore aujourd'hui ? Je vais répondre à Nadia, c'est pas pour lui couper la parole, mais je pense qu'à un moment, il faut mieux que ce soit moi qui endosse certains propos. Non, mais surtout, on parle de quel État ? Je veux dire, l'État, dans sa puissance, il est quand même à nos côtés. Le problème aujourd'hui, mais ça fait depuis le début de l'ANRU 2, c'est que l'État, là je parle en tant que financeur, on est 3 financeurs. Action Logement, les bailleurs sociaux, l'État. Nous, les bailleurs sociaux, on est ponctionnés, donc on va tous contribuer et on contribuera jusqu'en 2032 et on l'a fait volontairement. Je veux dire, ça a été un choix très fort. Action Logement a une négociation. Le problème, c'est que l'État, en fait, on doit se battre, et Patrice a connu ça, Valérie Létard aussi, on doit se battre chaque année pour qu'ils amènent ce qu'ils doivent en fait à la contribution. Et en réalité, le fait que l'État aujourd'hui, dans le budget annuel, ne mette pas sa contribution telle qu'attendue, nous oblige à l'ANRU à en fait lisser les paiements. Et c'est ça qui ne va pas en fait, c'est que on a quand même un sujet de confiance. Je veux dire par là que je n'ai pas le sentiment que l'État, local ou national, nous abandonne sur la politique en tant que telle, mais en tant que financeur, on a une relation de confiance que je dirais dégradée. Et c'est sûr que c'est compliqué, y compris parce que comme c'est des programmes du temps long et que souvent on doit revoir les financements, l'organisation, les coûts. Enfin, c'est ça aussi la difficulté de l'ANRU, c'est qu'on pense des projets, mais entre-temps la vie continue et donc il faut qu'on revoie tout le temps économiquement les choses. Donc je pense que j'ai plein d'attentes moi dans l'État en général sur la politique du logement, mais sur l'ANRU, si au moins, en plus d'être un partenaire, il pouvait être un partenaire de confiance, c'est-à-dire qu'il soit au rendez-vous de ses engagements financiers et qu'on n'ait pas à se battre chaque année, je pense que ça simplifierait la vie de tout le monde. Ça nous permettrait de mettre l'énergie ailleurs. Cette table ronde, elle s'appelle « Penser l'avenir des quartiers ». Alors en l'état, on a beaucoup parlé en rue, mais il y a des quartiers qui ne sont pas en rue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de cette dimension des quartiers les plus prioritaires, les plus défavorisés, qui nécessitent une rénovation bâtimentaire entre autres, et ces coopérations qui repensent complètement l'urbanisme plus largement, qu'est-ce qu'on fait des autres ? Est-ce qu'on est encore capable de les penser en dehors de ceux qui sont les plus problématiques ? Nadia Bouillet. Oui, bien sûr. Alors en fait, on a parlé en rue, mais on a aussi parlé renouvellement urbain. Donc je pense qu'il faut pas non plus stigmatiser l'ANRU. Il y a des quartiers où il y a besoin vraiment où il y a des actions très très lourdes à mener qui vont justifier un dispositif un peu exceptionnel. Mais l'enjeu de la transformation urbaine, de la régénération urbaine, il est global. C'est-à-dire on va être, et on est déjà en train de reconstruire la ville sur la ville. C'est pas quelque chose de nouveau. On a des nouveaux enjeux qu'on adresse collectivement. Je pense à la transformation des bureaux en logement. On a un parc de bureaux qui est vacant, qui est obsolète pour une grande partie, donc avec un marché du tertiaire qui est plus du tout dynamique. Donc là, il y a des enjeux qu'on adresse, et donc il y a des sujets aussi de facilitation de ces remembrements urbains à pouvoir travailler, mais on n'est pas exactement dans la même problématique de ces QPV avec une série de problématiques à adresser en même temps qui nécessitent ce type de dispositif, mais évidemment que les bailleurs qui sont ici représentés, puis Action Logement qui les accompagne aussi, on travaille sur les cœurs de ville, on accompagne aussi des projets en tant que bailleurs sociaux de renouvellement urbain qui sont hors ANRU, et il y en a, je dirais, autant que ceux qui sont dans l'ANRU pour nos bailleurs, avec des dispositifs comme la seconde vie qui existe aujourd'hui, qui est très positive. Donc je pense que ça c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre, et là, l'ANRU, il faut pas qu'on mélange. Nous, on pense que c'est un sujet de toute façon, le renouvellement urbain qui
implique l'ANRU, il dépasse l'ANRU aussi, parce qu'il y a des mécanismes plus globaux en fait, qu'il faut adresser aujourd'hui, et puis on les a bien vus aussi tout à l'heure avec beaucoup d'enjeux de la ville de demain, que ce soit sur l'eau, sur la résilience des bâtiments, et donc ça, ce grand chantier de la régénération urbaine, il est permanent et il est encore plus devant nous pour les prochaines années. Donc là, c'est un peu différent de parler des QPV et de l'ANRU en tant que tel. Emmanuel Cos. Oui, alors moi je voulais dire quand même deux choses. La première, c'est qu'on a un peu oublié, parce que maintenant c'est une politique qui a 20 ans, mais l'ANRU a eu quand même un mérite après les politiques qui avaient été menées par Claude Barthelone puis Marie-Noëlle Lienemann, qui est là, donc je profite quand même pour la saluer. C'est que ça a contraint les bailleurs sociaux de l'époque à retourner dans leur quartier, mais aussi les élus. Moi, je me souviens d'avoir visité des quartiers avec des bailleurs en 2009-2010, où ils m'avaient dit, j'y ai pas mis les pieds depuis 10 ans. L'ANRU, je pense que ça a changé nos métiers en tant que bailleur social, notre relation à nos quartiers, notre relation à nos locataires. Ça a aussi, je pense, changé la donne dans beaucoup de territoires où les élus regardaient ça d'un peu loin. Et si je dis ça, c'est que je pense que depuis, on a certes les quartiers qui bénéficient de la politique de la rénovation urbaine, mais en fait, il y a des tas de quartiers qui sont d'ailleurs QPV, mais avec des difficultés moindres et sur lesquels on intervient. Enfin, une grosse partie de nos rénovations, elles sont là. Il y a des territoires où on a besoin, comme l'a dit Nadia, de transformation, et en fait, on n'a pas besoin de mobiliser une politique publique aussi importante. Et puis, il y a par ailleurs des patrimoines où on sait nos locataires vivent pas bien, parce que je pense qu'on est beaucoup revenus quand même dans le quotidien de nos locataires, et il y a des programmes où on fait des restructurations, alors même qu'on est hors de ces financements politiques de la ville. La seconde chose que je voulais dire pour penser justement l'avenir, notamment sur l'ANRU, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier que quand l'ANRU a été lancée, c'est un moment, si vous pouvez regarder les chiffres, l'USH les a, où il y avait beaucoup de vacances de logements dans les quartiers en politique de la ville chez les bailleurs sociaux. Quand je dis beaucoup, c'est certains bailleurs avaient plus de 10% de vacances de logement, même parfois 15%. Nos quartiers étaient des quartiers où les gens ne voulaient pas habiter. On a un autre problème 20 ans plus tard. Nous n'avons pas de vacances de logement. Nos quartiers, même qui peuvent connaître des difficultés, sont quand même très attractifs. Et c'est le fruit d'une politique publique qui a été menée. C'est pas comme ça, c'est pas juste la pénurie qui fait que c'est attractif. D'où le fait qu'on a des habitants qui aussi aujourd'hui ont peur de quitter leur quartier parce qu'ils ont envie d'y rester. Et ça veut dire aussi qu'on va penser différemment la politique de rénovation urbaine, parce qu'aujourd'hui, notre vacance dans les QPV, à part peut-être 2-3 sites où on sait qu'on a des très grosses difficultés, des tas de raisons, en fait, on n'a pas de vacances. Les gens veulent y compris habiter dans nos quartiers. Donc ça veut dire aussi que cet ANRU 3, de toute façon, il va se faire dans un contexte très différent. Et c'est pour ça que je pense qu'on regardera les choses différemment de comment ça a été fait il y a 20 ans. On arrive au bout. Cet ANRU 3 va donc prendre peut-être forme dans cet article 1 d'un projet de loi de logement. Et j'aimerais bien vous entendre justement sur qu'est-ce qu'on doit penser à l'heure où la crise n'a jamais peut-être été aussi intense ces dernières décennies, et on en parlait ce matin justement au travers des études. Qu'est-ce que ça dit de notre capacité à l'aune de la présidentielle qui s'annonce à penser une politique de logement de manière un peu globale, quelle place doit avoir le logement social là-dedans, et notamment ces quartiers prioritaires. Vous évoquiez tout à l'heure, Patrice Verguet, peut-être que ce sera décorrélé, qu'on aura, enfin ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça dit quelque chose, si je puis me permettre, et là c'est voilà, d'une vision peut-être un peu, enfin, d'un espèce de cavalier législatif, on va tout mettre dans un seul projet. Est-ce que du coup ça va permettre de discuter de manière assez claire de tout ça? J'en doute, mais est-ce que ça mériterait pas un vrai débat? Et je vous propose de clôturer là-dessus. Alors moi, je vais répondre très rapidement parce qu'en fait, j'en parlerai surtout au congrès HLM. N'oubliez pas, à Bordeaux, le 22 septembre. Non, mais c'est l'objet du congrès. D'accord. Après, le texte de loi qui arrive, évidemment qu'il n'a de toute façon pas l'ambition de répondre à tous les problèmes. Et de toute façon, vous ne rattrapez pas dans un texte de loi 9 ans d'égarement, pardon. Et je le dis ici, y compris en toute amitié avec Patrice qui a été ministre et qui s'est battu comme un diable pour obtenir des choses, comme l'a fait Valérie Létard, mais ça a été très dur. Ça aura été très dur de défendre la politique du logement sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc de toute façon, j'espère qu'il y aura un débat sur le logement à la présidentielle et qui sera d'une autre teneur que simplement ce qu'a rappelé ce matin Jean-Pierre Choël, enfin
Enfin, des caricatures dégueulasses sur les HLM et sur les locataires. Donc ça, c'est mon vœu. Après, sur le contenu, je vous donne rendez-vous dans 3 mois. Si je peux me permettre. Benoît Jiménez. Pour illustrer les chiffres liés aux demandes de logement, à peu près 7 à 8 rendez-vous qui sont demandés au maire à Garges-les-Gonesse sont en lien avec l'obtention d'un logement social. C'est dire en fait à quel point ce sujet, si jamais certains avaient envie de se présenter à l'élection présidentielle, est prépondérant dans la vie de tous les jours de nos familles, que ça soit parce que des parcours sinueux de vie, parce qu'il faut de la décohabitation une fois que les enfants ont grandi et commencent à avoir envie un peu d'émancipation. Bref, pour toutes ces raisons-là, on a des besoins extrêmement importants. Donc au-delà même des sujets dans rue 3 et sur lesquels on peut essayer de discuter sur comment faire encore de meilleurs quartiers, comment essayer de penser les sujets à 360, le sujet en tout cas du logement tel qu'on le vit en Ile-de-France, parce que moi je suis maire d'une commune du Val d'Oise, c'est un sujet qui est extrêmement prépondérant et qui commence à tirer de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de dire 7 à 8 rendez-vous sur 10 sont liés à une demande de logement social, ça amène derrière beaucoup de souffrance de la part des familles, beaucoup de souffrance de la part de mes agents, que j'arrive même plus à garder, tellement les pauvres toute la journée ils disent non, tellement toute la journée ils ont affaire à des familles qui sont désespérées, et donc le sujet devient de plus en plus prépondérant et donc démontre bien le besoin eh bien, de logement que l'on a. Donc si jamais, encore une fois, on pensait que ce sujet pouvait passer à la trappe à l'occasion de l'élection présidentielle, je ne le crois pas. Nadia Bouillet. Alors moi aussi, je vais prendre un chiffre. On a plus de 850 000 salariés qui sont inscrits sur notre plateforme de demande de logement. Voilà, ce sont des salariés qui cherchent des logements, donc la demande n'a jamais été aussi énorme. Et il faut relier, je pense, dans les débats à venir, la question du logement avec celle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les prix ils ont énormément augmenté, donc ça explique aussi la demande. Et quand on a la chance d'habiter dans un logement social, je pense au parc par exemple d'Action Logement Immobilier, en fait, on a un gain de pouvoir d'achat moyen de 400 € par mois. C'est vraiment pas rien. Donc derrière ça, il faut produire des logements abordables, des logements sociaux, des logements intermédiaires aussi, parce que c'est un enjeu central de pouvoir d'achat. Et au moment où effectivement on voit une baisse de la natalité, elle est aussi, je pense, liée. Alors il faudrait qu'on l'objective ça vraiment un peu plus au fait que, en fait, on a des logements trop petits, donc on va renoncer. Il y avait eu dans le cadre de travaux parlementaires une phrase absolument incroyable. C'était il y a quelques mois. On ne fait pas d'enfants dans des cages à lapins. Voilà. Oui, et on a des témoignages, enfin ce que je vous dis, on a des témoignages de personnes et de salariés en demande de logement et qui nous disent, on a besoin de déménager parce qu'on veut agrandir la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup moins il y a quelques années et qui se voit au niveau macro aujourd'hui, macroéconomique. Donc je pense qu'on a là deux bonnes raisons, le pouvoir d'achat, mais aussi le dynamisme de notre pays qui nécessite de produire plus de logements. Ah oui, si on veut réarmer démographiquement, va falloir en passer par là. Patrice Vergret, vous aurez le mot de la fin. Ah, c'est gentil. D'abord, je suis pessimiste sur le fait que le logement soit à l'ordre du jour de l'élection présidentielle, malgré la verve d'Emmanuel. Pourquoi ? Parce que je pense que de plus en plus, la population a intégré la décentralisation dans sa tête. On ne parle plus à l'échelle nationale du transport urbain, par exemple. Et je trouve qu'on ne parle plus à l'échelle nationale du logement. Par contre, c'était le thème numéro 1 des campagnes municipales. Donc je me demande si effectivement les Français n'ont pas définitivement intégré qu'il y avait des thèmes pour une campagne municipale et des thèmes pour une campagne nationale. Donc c'est pour ça que j'ai une forme de pessimisme et je le regarde. Je vois peut-être deux possibilités d'en faire un thème national. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Nadia l'a dit. Après la dissolution, je me suis retrouvé à déjeuner en tête-à-tête avec le président de la République. Tu vois, Emma ? Et tu m'as déjà raconté. Je t'ai raconté l'anecdote, je vais vous raconter l'anecdote. Et à un moment donné, je lui dis, mais Emmanuel, oui, on se tutoie, une famille monoparentale, 2 enfants, qui gagne le SMIC, qui est caissière chez Auchan, elle passe d'un logement privé, t'es d'accord, il faut à peu près 65 mètres carrés, ok, on est d'accord. Il passe d'un logement privé aujourd'hui à Dunkerque. 12 € le mètre carré, Christophe, à peu près, logement privé aujourd'hui, 12 € le mètre carré. Un PLAI à 5,50 €
le mètre carré, ou même un LLS à 6,50 € le mètre carré. C'est 350 € d'écart chaque mois. Quel employeur est capable de faire une augmentation de salaire de 350 € net par mois? Personne. Et nous dit, ça, cette question-là, cette question du pouvoir d'achat, si on arrive à l'objectiver, comme tu le disais, on peut en faire un terme national. Et puis il y a un deuxième... Non, il vous a répondu quoi? Croyez pas que la conversation elle est terminée. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République, je ne vais pas répondre. L'omelette était très bonne. Il y a un deuxième thème qui monte et qui n'existait pas, c'est l'injustice. Aujourd'hui, pour être propriétaire à Paris, on doit forcément être un héritier. Et ça monte dans la population. Pour la première fois, je vois depuis très longtemps un débat sur les droits de succession. Ah, on touche à quelque chose enfin en France. C'est dégueulasse ce qui se passe. C'est juste dégueulasse. L'avantage des héritiers dans notre pays est un scandale. C'est évident. Si on regarde, c'est un scandale absolu. Mais en France, on ne dit rien. On laisse le fait qu'effectivement, pour être propriétaire à Paris, il faut être un héritier. Et quelqu'un qui n'héritera pas ne sera jamais propriétaire à Paris. On laisse faire ça en se taisant. Eh bien, j'ai l'impression que ça bouge. Et qu'aujourd'hui, on commence à trouver injuste que quelqu'un qui n'a rien foutu dans sa vie puisse hériter d'un logement à Paris. Gratos quasiment. Eh bien, ce débat-là, il peut venir au niveau national, c'est-à-dire aujourd'hui, la plus grande injustice, elle n'est pas au niveau des salaires, elle n'est pas au niveau des revenus, elle est au niveau du patrimoine, et elle est au niveau du patrimoine immobilier. Eh bien, peut-être que cette injustice-là, piquée un peu au vif, dans une campagne présidentielle, elle a peut-être sa place. Donc c'est peut-être les deux sujets qui feront peut-être vivre le logement au niveau national. Merci beaucoup à tous les quatre, Emmanuel Cos, Patrice Vergrit, Nadia Bouillet, Benoît Giménez. Merci beaucoup.